يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Je suis heureux de vous retrouver après une petite trêve durant le Ramadan. Ce soir, nous allons braquer nos projecteurs sur la pensée économique conceptuelle de trois personnages clés de l'économie mondiale et des politiques économiques. Il s'agit en l'occurrence de Keynes, Friedman et Ford, trois noms qui continuent de façonner certains idéaux économiques dans beaucoup de pays. L'un était pour la régulation et la relance par la demande, l'autre était pour la dérégulation et le monétarisme comme une ode au marché libre. Le troisième prenait tout simplement le productivisme. Tous ont inspiré le monde, mais qu'en est-il aujourd'hui? Les trois visions sont-elles complémentaires ou résolument antagonistes? Nous en débattrons ce soir avec nos experts. En deuxième partie d'émission, les pros de l'écho reviendront bien entendu sur les nouveaux droits de douane annoncés hier par le président américain Donald Trump. Quelles conséquences directes sur l'économie mondiale et américaine, mais également sur la relation économique entre les États-Unis et leurs partenaires. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Sans plus tarder, je vais m'empresser de vous présenter nos invités du soir, à commencer par vous, Mohamed Bacha. Vous êtes docteur d'État en économie, également ancien ministre algérien de l'Industrie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et sahaatkoum à tous les téléspectateurs. À vos côtés se tient Idil Sassi, consultant de l'émission, expert international en économie et en finance. Monsieur Sassi, bonsoir. Merci également d'avoir accepté cette invitation. Merci Kherdin, bonsoir et Eid Mubarak à tous les Algériens. Depuis Tizi Ouzou, nous rejoindra Brahim Gendouzi, expert et enseignant universitaire en économie. Professeur Gendouzi, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de l'invitation. Eid Mubarak. Merci professeur. Sans transition, commençons ce débat avec vous, professeur Bacha. Alors, pourquoi ces penseurs et leurs concepts restent-ils influents aujourd'hui? Est-ce à dire que nous faisons toujours l'économie de la même manière, d'une certaine façon? Je pense que c'est un peu exagéré de dire qu'on l'a fait de la même manière. L'économie, c'est par définition un ensemble de systèmes qui évoluent très rapidement, où la technologie impacte d'une manière très forte sur le comportement de tous les acteurs de la chaîne économique. Donc l'influence finalement de chacun de ces penseurs correspond le plus souvent à une étape déterminée du développement de l'économie capitaliste. Et chacun est venu apporter des éléments de réponse qui permettaient au système capitaliste de dépasser certains de ces verrous et de passer à des étapes supérieures de développement, ce qui n'a pas manqué de faire au fur et à mesure de son évolution, où on est passé de systèmes basés sur l'exploitation. On se rappelle, il y a peut-être moins d'un siècle, personne ne remettait en cause le fait que des enfants de 10 ans travaillaient dans des mines. Et donc ça faisait partie du schéma d'exploitation du système capitaliste. Et au fur et à mesure, effectivement, il y a eu des avancées sociales, il y a eu des luttes sociales qui ont permis d'adoucir un peu le système et de rendre un peu équitable le partage de la richesse. Chacun est venu apporter sa contribution. Keynes, à travers des modalités de gestion des crises, qui ont permis au capitalisme de bien mesurer le rôle de l'État dans un système qui est censé être basé sur la liberté d'entreprendre et où l'État, en principe, ne devrait jouer qu'un rôle de régulateur. Or, il s'avère qu'à Keynes, on rétablit un peu les pendules à l'heure et on a bien compris que l'État ne pouvait pas jouer simplement un rôle, disons, de figuration, et qu'il a un rôle beaucoup plus important que cela, et que les cycles économiques ne sont pas forcément des cycles naturels qui se résolvent par eux-mêmes. Et donc, par conséquent, lorsque l'économie est en situation de creux, et pour relancer, il faut mettre en place les mesures nécessaires pour permettre à l'État
de jouer son rôle et à l'économie de reprendre du poil de la bête. Friedman est venu après, mais on a affaire à des économies qui sont déjà matures, donc au début des années 80. Donc les économies sont vraiment extrêmement avancées, l'économie capitaliste est véritablement industrialisée. Elle est en train de préparer son post-industrie pour passer à des schémas où l'électronique et plus tard le numérique vont jouer un rôle très important. Donc il est normal qu'on puisse trouver des modalités de régulation, notamment de l'inflation et des perturbations financières, à travers l'action sur la masse monétaire. Et donc ça, c'est Friedman qui a posé les règles et qui a donné les moyens à l'économie capitaliste de dépasser ce type de contraintes parfois conjoncturelles. Et à un moment donné, effectivement, le problème se posait en termes de management et de gestion, et c'est là où Henry Ford intervient, puisqu'il a permis de rationaliser les usines qui devenaient extrêmement importants, de plus en plus grands, et donc il a introduit le principe de la chaîne, le montage de la chaîne. Donc il a rationalisé d'une certaine manière le taylorisme qui était orienté sur la tâche, et en même temps, il a bien démontré Taylor et son fameux concept de la division scientifique du travail. Taylor, mais ensuite Ford a permis de rationaliser et notamment de remettre l'industrie de l'automobile au cœur du développement industriel des économies développées. Et en même temps, il a bien compris que sans une classe moyenne dotée d'un pouvoir d'achat adéquat, l'économie capitaliste va tourner en rond et ne pourra jamais se développer. Donc, c'est parmi ceux qui ont multiplié, je crois, par deux ou trois les salaires pour permettre en partie à ces ouvriers de sortir ce que l'économie, enfin les marxistes appellent l'aliénation. Donc, l'incapacité de celui qui produit d'acheter son propre produit. Et donc, je crois que Henry Ford a permis de dépasser cette équation et de donner finalement à la classe ouvrière les possibilités de s'insérer dans le jeu capitaliste et finalement de dépasser un des verrous importants du développement et de la croissance économique dans les pays industrialisés à un moment donné. Merci Mohamed Bacha. Idel Sassi, même question. Pourquoi ces penseurs restent-ils aussi influents aujourd'hui? Alors, ils restent influents si on revient pour une considération dans le temps, ça veut dire par rapport à l'histoire. Ils ont été influents à l'intérieur du système capitaliste, sachant que dans le reste du monde, il y a eu d'autres tentatives, il y a eu d'autres expériences. Fin des années 80, donc chute du bloc socialiste, de l'Union soviétique, fin de l'histoire pour certains. Et donc, toutes ces expériences, en tout cas, ont apporté quand même de l'influence pour ce nouveau système qui a gagné sur le plan des luttes idéologiques, mais qui, en ce moment même, est quand même remis en cause, challengé, comme on dit, par d'autres visions et d'autres revendications, notamment l'émergence des BRICS, par exemple, ou bien les idées que l'Algérie a prônées longtemps, c'est un nouvel ordre mondial, etc. Donc, disons que dire que c'est le même système à l'intérieur du même système, il faut un petit peu nuancer parce qu'il y a des réponses qui viennent d'ailleurs et qui ont permis justement à ce système de se corriger lorsqu'il faut se corriger. Et donc, on peut revenir après sur la façon dont ce système a réussi, surtout la qualité première, à mon avis, à toutes ces expériences, c'est la capacité à se réformer au moment opportun. Donc, c'est le plus important, au-delà des choix idéologiques derrière. Exactement. Et donc, cette rapidité à se transformer rapidement et à absorber des solutions pour aller de l'avant. Merci Idel Sassi. Brahim Gendouzi, je me tourne vers vous. Même question. Pourquoi ces penseurs et leurs concepts restent-ils influents aujourd'hui? C'est-à-dire que nous faisons, même si la question, oui, j'en conviens, est un peu exagérée, est-ce à dire que nous faisons toujours l'économie de la même manière? Je pense qu'il y a une évolution dans la conception de l'économie. L'économie n'étant pas figée, elle est cyclique. Et si on revient à l'école libérale, c'est beaucoup plus le marché qui est le régulateur économique par excellence. L'État, c'est l'État qui se limite aux missions régaliennes et le marché doit réguler toute l'économie dans son ensemble. Sauf que lorsqu'il y a des cycles, des crises, c'est là intervient l'analyse de crise qui est toujours pertinent, l'outillage est pertinent, qui permet donc d'enseigner à l'État un rôle assez important que celui du marché.
Néanmoins, pour aller dans le sens de l'organisation du système productif, la Ford, le système fordien, qui a connu une crise dans les années 70 parce que la remise en cause venait du fait que la demande a évolué. La demande n'était plus homogène comme avant, ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Et dans les années 70, il y a une évolution. On est passé du système américain des longues séries, de grands volumes de production industrielle, vers la mutation vers le système japonais à Toyota, le toyotisme, qui préconisait le développement par l'aval. C'est le marché qui commande la production. Et donc, le système japonais s'est imposé la philosophie du juste à temps, just in time, qui existe encore justement parce qu'il est flexible et qui permet de s'adapter à la demande. Mais néanmoins, l'économie étant toujours cyclique, l'analyse keynésienne est pertinente. Par contre, il y a une autre analyse qui existe, qui est aussi pertinente que celle de Keynes, c'est l'analyse du critère qui pose le problème de l'innovation, et que pour lui, le développement économique, c'est le développement par la distribution créative, et l'innovation, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est un modèle qui a pris dessus actuellement, puisque nous sommes dans des économies où l'entrepreneuriat d'innovation technologique sont devenus les forces des économies nationales, à côté d'une autre évolution qui est en parallèle. C'est la mondialisation, c'est la fragmentation des tissus productifs sur des espaces géographiques différents. Merci, professeur, pour ces éclairages. Alors, évoquons à présent tout simplement les théories clés et leur contexte historique concernant ces trois penseurs économiques avec vous. Pour commencer, professeur Bacha, parlons d'abord de Keynes et la révolution macroéconomique, relancer l'économie par la demande, avec un rôle prépondérant, vous l'avez dit, de l'État en cas de crise, mais pas seulement. Cela a permis, entre autres, de bâtir les fondations des politiques sociales et de la régulation financière. Oui, la question. La question, c'est est-ce que, tout simplement, cela a permis à un certain nombre d'États d'échafauder leur politique économique, notamment après la Deuxième Guerre mondiale? Oui, c'est clair. Keynes a été un peu le sauveur de l'économie capitaliste et qui a permis de résoudre un peu l'équation de la correspondance entre le marché et l'État. La toute-puissance du marché fait partie, disons, de l'idéologie ou de la culture économique et de la pensée économique qui est née depuis Adam Smith, donc 1776, avec la richesse des nations et donc la fameuse main invisible, donc qui subordonne l'intérêt général. Reprise d'ailleurs par les théories de Friedman, main invisible du marché, en ce qui concerne. C'est dans la lignée, effectivement. Et donc cette main invisible était censée résoudre l'évolution des intérêts personnels. Et à partir de leur confrontation, de leur agrégation, on arrivait donc finalement à construire l'intérêt général. Donc l'intérêt général du point de vue de l'économie classique reviendrait à asseoir l'intérêt général sur l'intérêt particulier, privé, des individus qui sont donc dans le schéma que l'on sait, les capitalistes en titre. Et donc ces schémas ont évolué au fur et à mesure du développement du capitalisme. Et effectivement, Adam Smith est beaucoup plus empirique que réellement basé sur une approche tout à fait rationalisée. Bon, par la suite, il y a eu des écoles qui se sont succédées, donc l'école néoclassique, effectivement, et à leur tête, notamment Ricardo, donc qui a rationalisé et qui a légitimé la nature des relations économiques internationales basées sur ce qu'il appelle l'avantage compétitif. Et donc cet avantage était censé justifier pourquoi certains États étaient industrialisés et d'autres le seraient moins. Et que chacun va se spécialiser dans ce qu'il produit en plus compétitif, donc en moins cher, et dans le schéma classique que les étudiants connaissent. Donc c'est la comparaison entre l'économie portugaise à l'époque et puis l'économie anglaise, où les uns se spécialisent dans l'industrie et les autres se spécialisent dans tout ce qui est
intrants liés au capital humain. J'ouvre une parenthèse avant de passer à Idriss Sassi et professeur Bacha, et justement cette théorie marxiste reste l'un des derniers remparts face à la dernière trouvaille du capitalisme, qui est tout simplement la théorie du ruissellement. Oui, de toutes les façons, les théories sont là pour, quelque part, si on est un peu marxiste, Oui. Pour justifier ou légitimer les relations au sein d'un système qui est par définition inégalitaire. Oui. Et si on se réfère maintenant aux économistes qui sont un peu les écoles émergentes, on peut citer le dernier en date, peut-être Thomas Piketty, Oui, Piketty, qui est autour de son livre le capital du XXIe siècle, qui démontre d'une manière extrêmement rationnelle que par définition, le système capitaliste, c'est un système qui a une tendance historique à la concentration de la richesse. Oui. Si on prend l'exemple des dernières données de 2024 sur l'économie américaine, on considère que 1% de la population détient maintenant pratiquement 40% Oui, de la richesse nationale, taux qui était dans les années 80 à 25%. Donc on voit qu'il y a une tendance extrêmement forte à la concentration et souvent les théories viennent ex post, finalement, pour justifier un état des rapports de force dans une société et finalement qui promeuvent un certain niveau de domination qui est soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale. Et la perspective historique, notamment liée à la dialectique marxiste, nous explique bien pourquoi certains pays sont arrivés à se développer. Et derrière, il y a le toile de fond du colonialisme et de la domination, et pourquoi certains autres sont maintenus dans un état d'appauvrissement ou de sous-développement patent, ce qui d'ailleurs ne dispense pas nos pays de responsabilité. Bien sûr. Merci, professeur Bacha. Idriss Sassi, pour Henry Ford, l'économie industrielle et la consommation de base sont les piliers de sa pensée. L'équation est simple, salaire élevé est égal à pouvoir d'achat, est égal à croissance. Ça a donné lieu au modèle dit productiviste et à la chaîne de montage. Quel a été l'impact du Fordisme sur nos économies? Un grand impact. Donc, le Fordisme, c'est une mise en application des pensées, des théories, je dirais, néoclassiques. Ça veut dire, on revient à Adam Smith et puis ce qui s'est passé un petit peu avant aux États-Unis. Et donc, l'organisation du travail. Donc, en organisant le travail, il y a des facteurs de réussite aux États-Unis que je pense, si on revient à parler de l'Algérie, on pourrait s'en inspirer. Pourquoi? Automobile. Exactement, automobile et autres. Au fait, pourquoi? Parce que l'organisation du travail selon Ford, donc la spécialisation à la tâche, donc le taylorisme, etc., la chaîne, donc la chaîne qui se déplace vers l'ouvrier qui est dans cette machine, comme décrite par Chaplin dans les années, fin des années 30, pour dire, pour dénoncer un petit peu la souffrance donc les aléas de ce modèle, en tout cas dans les temps modernes. Bref, donc en fait c'est un ouvrier spécialisé et ce n'est pas un ouvrier qualifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette chaîne, on peut intégrer des niveaux, donc des ouvriers qui ne sont pas forcément très instruits, très qualifiés, formés à la tâche. Dans une société, exactement. Dans une société où on a un problème de formation, par exemple, c'est un système qui pourrait marcher. Bien sûr, il a des revers. Monsieur Gendouzi a parlé tout à l'heure de Toyota, etc., des modèles dont on pourrait parler tout à l'heure. De toutes les façons, ce modèle a permis d'avoir une vision plus claire du travail. Sur le plan un petit peu idéologique, Monsieur Bacha a parlé du marxisme, de la valeur. En fait, le marxisme, il pense que si une personne s'enrichit, une autre s'appauvrit. Le capitaliste, non. Il pense que si personne s'enrichit, d'autres vont s'enrichir aussi. La théorie du ruissellement. Donc, c'est ça la différence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'intérieur du Fordisme, par exemple, c'est une question de valeur. C'est quoi la valeur? Est-ce que la valeur, c'est le travail ou bien c'est le prix, c'est la richesse créée? Est-ce que c'est l'or? C'est quoi la valeur, au fait, au sein de cette machine de travail? Donc, selon Ford, en tout cas, à cette époque, c'était le travail qu'il fournissait. Ce système a été après développé, revu par les Japonais, mais c'est parti loin. Il a créé des excès. Il y a eu beaucoup de
d'efficience dans la manière de le faire, puisqu'on avait le temps zéro chez eux, toute une manière de fonctionner. Mais il y a en tout cas quelques clés dont on pourrait s'en inspirer. Je parlais de la qualification des ouvriers, c'est un bon point. Ça veut dire l'organisation du travail peut permettre une organisation apprenante, c'est-à-dire vous avez un ouvrier qui n'est pas qualifié mais qui va le devenir parce qu'il est spécialisé. Vous avez aussi sur le plan de la gestion des ressources, donc l'efficacité de la gestion des ressources chez les Japonais, ne pas prendre une décision, c'est une forme de gaspillage aussi. Donc c'est une chaîne de valorisation très optimiste, optimum. Donc c'est tout cela dont on pourrait peut-être s'en inspirer. Sur d'autres volets, question subsidiaire, justement, Idil Sassi, entre parenthèses, le Fordisme, comme l'a précisé professeur Bachassé, est un peu essoufflé à partir des années 80. Question subsidiaire, a-t-on expérimenté le Fordisme en Algérie? Pour quels résultats? Je l'ai vu dans certaines multinationales. Hein. Donc, le Fordisme, à mon avis, et puis surtout le Toyotisme par la suite, pourrait bien fonctionner en Algérie ou bien dans des pays où l'aspect logistique n'est pas très à point, dans les services. Pourquoi? Parce qu'on ne gère pas de stock, c'est un peu différent. Après, sur le plan humain, il a quand même montré ses limites. Il y a beaucoup de... Au fait, l'ouvrier ne résiste pas, c'est infernal comme chaîne, etc. Donc, il y a maintenant, en tout cas, dans les temps dont nous vivons, il y a de nouveaux modèles qu'on pourrait intégrer qui sont plus efficaces. Entre parenthèses, le monde actuellement se recherche sur le plan de l'organisation. On a Tesla, par exemple, aux États-Unis, qui fonctionne comme une start-up. Donc, qu'est-ce que Tesla dans l'avenir? Qu'est-ce que va produire comme modèle de production? En Algérie, sur le secteur de l'industrie, j'ai personnellement fait un passage un petit peu dans le secteur public et j'ai vu cette façon de faire de la tâche qui a donné ses fruits parce que nous avions à l'époque un problème de qualification, donc qui a permis d'intégrer massivement et d'absorber le chômage d'une certaine façon, mais c'est un donc modèle qui finit. On passe vers autre chose, il y a la robotisation, etc. Donc, pour revenir juste pour Keynes, rapidement, Keynes, si on peut classer les deux manières de faire, Keynes, on revient à Keynes à chaque fois qu'il y a une crise. Pourquoi on appelle l'intervention de l'État dans des moments de crise. Il y a eu le New Deal avec Roosevelt aux États-Unis, il y a eu la crise de 2008, il y a eu le Covid, etc., où l'État, elle injecte de l'argent pensant qu'elle va atteindre des objectifs de relance économique. Cela étant dit, la façon de faire de Keynes a aussi montré ses limites sur le plan financier, puisque Keynes produit de l'inflation. Les calculs de Keynes sur le plan de l'inflation sont un peu dépassés, et donc Friedman et autres ont théorisé de nouvelles manières de réfléchir à l'inflation. Et Thatcher et Reagan, ils ont pu bénéficier. Et donc, nous avons un Keynes mixte qui fonctionne actuellement très bien. Justement, avant d'aller vers le professeur Guendouzi pour parler de Friedman, car la transition est toute faite, je vous propose de marquer une toute petite pause avant de revenir à ce débat ô combien passionnant. De retour sur le plateau des pros de l'écho, madame, monsieur, si vous nous rejoignez, bonsoir. Nous parlons de grandes idées économiques ce soir, des idées conceptuelles qu'ont justement avancé des noms tels que Keynes, Friedman ou encore Henry Ford. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire dans pas longtemps, nous allons revenir sur les droits de douane annoncés hier par le président américain Donald Trump. Mais pour l'heure, nous restons sur notre sujet principal de la soirée avec vous, professeur Guendouzi. Alors, Milton Friedman, professeur Guendouzi, est le libéralisme radical, symbole du contrôle de la masse monétaire du marché autorégulé. Il a inspiré, Idil Sassi l'a rappelé, des personnalités comme Ronald Reagan ou Margaret Thatcher et tant d'autres. Pourtant, il n'aime pas Wall Street et prône la monnaie comme pilier de l'économie via le contrôle
par l'offre de la monnaie, n'a-t-on pas en quelque sorte, ou peu, un peu partout dans le monde, fait du Friedman durant les 4 dernières années? Je précise bien les 4 dernières années. Si oui, pourquoi, professeur? Milton Friedman de l'école de Chicago aux États-Unis a préconisé le retour à l'orthodoxie budgétaire parce que le keynésianisme, c'est l'intervention de l'État, c'est de gros déficits budgétaires. Les monétaristes ont préconisé le retour à l'orthodoxie budgétaire, l'équilibre entre les dépenses et les recettes budgétaires et le rôle important, stratégique, central de la Banque centrale à travers la politique des taux d'intérêt et le rôle des marchés financiers pour faire l'ajustement entre l'offre et la demande dans l'économie. Donc, pour des raisons historiques, à un certain moment, à partir des années 80, le courant monétariste est devenu dominant parce qu'il fallait ajuster à travers les marchés financiers. Il fallait éliminer les entreprises défaillantes à travers le marché financier. Il fallait réguler la masse monétaire pour éviter l'inflation à travers la Banque centrale et la politique du taux d'intérêt. Donc, tous ces mécanismes basés sur l'équilibre budgétaire et la gestion rationnelle de la masse monétaire ont fait que, disons, le courant monétariste aussi important que celui keynésien. Mais sauf que quand l'économie cyclique, surtout quand il y a des crises, quand il y a des récessions, on revient à Keynes, on revient à l'intervention de l'État. Donc le marché tout seul ne peut pas arriver à absorber les déficits ou les faillites. L'exemple, en 1988, l'État américain est intervenu directement pour sauver General Motors de la faillite. Et donc, on a mis de côté le monétarisme. L'État intervient quand c'est nécessaire. Par contre, je voulais revenir sur d'autres théoriciens qui ont apporté leur point de vue. C'est par rapport à ceux des pays en développement. Il y a plusieurs théoriciens qui ont parlé de l'échange illégal, qui ont parlé de la détérioration des termes d'échange lorsqu'il parlait des économies sous-développées par rapport à l'économie mondialisée. Et donc, les économistes ont eu un apport théorique important par rapport à que ce soit au keynésianisme ou à l'économie générale de l'économie, comme face à la les penseurs des pays en développement ont su poser la problématique de l'économie du développement dans un cadre de l'économie. Merci, professeur. Messieurs, une dernière question avant de passer à notre deuxième sujet. Cela concerne, bien entendu, l'extrapolation sur notre pays, l'Algérie. L'Algérie vise l'équilibre économique. C'est en quelque sorte la conciliation, peut-être, de ces, ou la synthèse, du moins, de ces trois modèles, mais penche pour une relance industrielle tout azimut. Est-ce que le modèle productiviste, selon Ford, empreint d'un certain libéralisme qui soit au service du privé, est à préconiser? Selon vous, l'équation serait en quelque sorte la sortie du modèle entre guillemets État-providence pour relever le défi du productivisme et céder entre guillemets, encore une fois, la tentation libérale. Je précise que nous ne parlons nullement d'un libéralisme sauvage, décomplexé, et de l'ultracapitalisme qui accélère la fracture et les inégalités sociales. Très rapidement, s'il vous plaît, messieurs, à commencer par vous, professeur Bacha. Effectivement, vous posez une question qui est extrêmement importante et majeure, qui finalement a pour soubassement l'interaction qu'on peut avoir sur la nature des politiques publiques qui viseraient finalement à accélérer la croissance économique et finalement le développement socio-économique de la nation. Effectivement, c'est une question très importante. Je ne pense pas qu'on la résoudra aujourd'hui. Mais en tout état de cause, sur un plan, disons, théorique, puisque c'est un peu le concept de l'émission, nous restons entre deux rives, entre un État stratège et puis un marché organisé et structuré.
Souvent dans les pays africains, de manière générale, pas seulement en Algérie ou dans les pays arabes, il y a souvent un élément qui a fait qu'il y a une régression de l'apport organisé, structuré, planifié de l'État au développement de l'économie. Donc, avec ce que disait tout à l'heure le professeur de Gendouzi, les théories qui prévalaient, et notamment sur ce qui a bifurqué à travers l'école de Chicago Boys, vers le consensus de Washington, qui a prévalu dans les schémas de développement ou d'encadrement de la plupart des pays en voie de développement qui ont subi un peu l'action du FMI. Là, véritablement, il y a eu un aiguillage qui a fait sortir beaucoup de nos pays des rails véritables du développement. Et on s'est aiguillé vers un peu le mirage de l'économie de marché. Et le résultat, au fond, on estime sur 54 pays africains, il y a moins de 15 pays qui ont de véritables structures de planification stratégique. Et donc d'un système de planification qui est basé sur un système statistique qui renseigne et qui est le soubassement des politiques publiques. Donc cette absence et donc quelque part cette perte de boussole fait que beaucoup de pays ont couru après cette mythique économie de marché et que finalement, un peu comme le canard qui voulait, je crois, apprendre à faire autre chose que le canard, il a oublié aussi sa nature. Et finalement, ni en Afrique on a eu un État stratège qui véritablement pilote et aiguille l'économie, ni un marché organisé qui, à travers son efficience, va donner des schémas de choix rationnels qui permettent réellement d'investir, de produire, de consommer et d'exporter, le cas échéant, sur des bases tout à fait économiques et rationnelles. Donc ces choix, effectivement, se posent toujours pour nous. Et en complément de ce qu'on a dit sur les différents auteurs, Bacha, on a aussi des éclairages. Par exemple, maintenant, on parle beaucoup plus les théories qui privilégient l'économie institutionnelle. Là aussi, c'est des schémas qui pourraient nous permettre de comprendre l'intérêt et la qualité des institutions qui, elles, peuvent impacter véritablement sur la définition des politiques de développement qui s'inscrivent dans un schéma participatif et stratégique qui permettent d'associer l'ensemble des couches de la population aux choix stratégiques de la nation et aussi de poser le développement dans un long terme qui permet de dérouler le développement sur les 15 prochaines années, peut-être à 2030. On va poser peut-être les bases d'un renouvellement ou d'un retour à un système de planification qui les permette d'envisager l'avenir de manière plus sereine et plus rationnelle, et en même temps préparer peut-être 2040, qui pourrait peut-être nous voir, parmi un certain nombre de pays africains, émerger en tant que véritable économie émergente qui permet vraiment à l'Algérie de se positionner comme un acteur majeur de la région dans laquelle elle évolue. Merci professeur Bacha, vous avez évoqué les Chicago Boys dont on ne rappellera jamais assez malheureusement les ravages sur une économie d'un pays comme le Chili. Privatisation. Idriss Sassi, très rapidement, même question. Rapidement, est-ce que l'État peut intervenir, s'inspirer du Fordisme C'était ça votre question. Mon avis à moi, l'État ne doit pas intervenir. Nous basculons sur un modèle tout de même de production de masse qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs en matière d'exportation en hydrocarbures, par exemple. L'État, c'est PPP, c'est toujours faire participer le privé et le public. Toll manufacturing, il y a beaucoup de modèles qui ressembleraient à l'Algérie, dont on peut s'en inspirer. Ça, rapidement. À mon avis, la boucle, on parle de Keynes, l'État doit intervenir. Le timing, quand est-ce que l'État intervient pour rendre service à l'économie, ça veut dire relancer l'économie, il faut des outils. Il parlait, M. Bacha, de la planification, ça veut dire qu'il faut un tableau de bord, une lecture. Et puis derrière cette lecture, il faut donner les moyens à l'État d'intervenir. Les moyens, c'est les politiques de contingence, c'est-à-dire les politiques de lutter contre les chocs économiques, se préparer, les fonds d'investissement, les fonds de régulation, etc. Donc la boucle, elle y est, l'État intervient, mais il ne faut pas que ça soit de façon anarchique, mais étudié avec des outils, des tableaux de bord, et le timing aussi, c'est très important. Merci messieurs, nous n'aurons malheureusement pas le temps de poser cette question, professeur Gendouzi. Restez avec nous, professeur Gendouzi, parce que nous basculons sans transition au deuxième sujet de la soirée. C'est les, bien entendu, mesures douanières annoncées hier soir par le président Donald Trump. Elles mettent en quelque sorte dans une situation
quasi KO l'économie mondiale aujourd'hui. Des réactions pilules de partout en Europe, en Asie, mais également en Afrique. Si vous avez raté l'essentiel de cette information, je vous propose une séance de rattrapage dans ce sujet signée Mohamed Wali Ben Chaaban avant de revenir au débat. Les droits de douane imposés par Donald Trump secouent désormais l'économie mondiale. L'une des décisions les plus controversées de Washington a été l'imposition de tarifs douaniers de 10% et plus sur des milliards de dollars de biens étrangers. Cette démarche a provoqué un choc dans les relations économiques internationales. Pour l'Union européenne, les mesures de Trump constituent un coup dur pour l'économie mondiale. L'annonce par le président Trump d'imposer des droits de douane universels au monde entier, y compris à l'Union européenne, porte un coup dur à l'économie mondiale. Je regrette profondément ce choix. Soyons clairs quant aux immenses conséquences. L'économie mondiale en souffrira massivement. L'Allemagne et l'Europe continuent de défendre le libre-échange. Nous sommes attachés à la coopération et non à la confrontation. Si la France se dit prête à réagir par des contre-mesures pour atténuer les effets des tarifs, l'Espagne a déjà annoncé son intention de mettre la main à la poche pour faire de même. L'Union européenne répondra, elle le fera dans un premier temps dès la semaine prochaine, en réplique aux droits de douane qui ont déjà été appliqués il y a quelques semaines par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Et puis elle engagera, elle l'a déjà dit, des consultations pour prendre le cas échéant de nouvelles mesures à la suite des droits de douane réciproques qui ont été appliqués hier soir. Si la tempête éclate, l'Espagne disposera d'un double parapluie, le parapluie européen et le parapluie espagnol. Ce plan mobilisera un total de 14,1 milliards d'euros. À un moment où la mondialisation semble s'être imposée comme une norme économique incontournable, le monde attend désormais de voir comment les relations commerciales internationales évolueront dans les mois à venir. Et si cette guerre commerciale laissera des cicatrices durables sur l'économie internationale. C'était donc un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaaban, professeur Gendouzi. Donald Trump l'avait annoncé, Donald Trump l'a désormais fait. Quelle est votre analyse initiale sur ce pas franchi par les États-Unis, y compris en ce qui concerne ses partenaires historiques? Tout d'abord, il est paradoxal que les États-Unis soient arrivés à ce schéma de fonctionnement de protectionnisme, parce que depuis très longtemps, les États-Unis étaient les champions du libre-échange. Les firmes américaines, que ce soit en termes de commerce extérieur, que ce soit en termes d'investissement, sont présentes à travers le monde grâce au libre-échange. Et qu'aujourd'hui, on vient préconiser le protectionnisme avec des droits de douane. C'est paradoxal. Et deuxièmement, le problème qui est posé maintenant, au-delà des droits de douane qui sont imposés par le premier responsable des États-Unis, c'est la question du multilatéralisme qui prévaut dans le commerce mondial à travers l'Organisation mondiale. Vous parlez de l'OMC, oui. Et troisièmement, l'impact qu'aura cette décision des États-Unis d'imposer des droits de douane à ses partenaires commerciaux, puisqu'il y aura évidemment la réciprocité de la plupart des États, et que nous serons dans une sorte de guerre commerciale maintenant, à travers le retour du patriotisme économique, à travers de plus de protection. Et je pense que quand on revient au protectionnisme, ça veut dire que l'économie est en crise. On a toujours enseigné dans le commerce international que la période de croissance, c'est libre-échange, la période de crise, c'est le protectionnisme. L'économie américaine est le marché libre, l'État américain est super endetté, les entreprises américaines perdent des marchés parce qu'il y a la mondialisation, la fragmentation de tout ce qui est productif à travers des espaces géographiques différents.
Et les contradictions qu'il y a aujourd'hui font que les États-Unis sont obligés d'arriver à ce stade-là, retourner aux droits de droit pour pouvoir protéger leur marché de la concurrence internationale. Oui. Et ça, c'est problématique d'une économie. Merci professeur. Nous allons avoir à l'écran, vous allez voir, ça va s'afficher un aperçu sur les droits de douane imposés désormais par Donald Trump, principaux pays qui sont concernés. Messieurs, professeur Bacha, est-ce que en quelque sorte, l'explosion de la dette américaine a quelque chose à voir avec cette décision de Donald Trump? En tout état de cause, les mesures que prend Trump ne sont pas une surprise. Ouais. Donc, c'est des mesures qui sont annoncées depuis maintenant sa première investiture, donc qui sont connues. Là, ils sont en train de s'accentuer parce qu'il a eu l'occasion de revenir sur la chaise la plus convoitée au monde, peut-être celle du président des États-Unis. Donc, la démarche de Trump ne vient pas simplement pour répondre à des éléments de conjoncture. Il y a des soubassements théoriques qui ont servi à un accommodement de la société américaine et aussi un certain nombre de pays. La droitisation et l'extrême droitisation. Voilà, j'allais vous poser la question, des soubassements théoriques politiques ou économiques? Les deux. Économiques, Ouais. même si parfois les auteurs qui ont promu ce type de démarche ne sont pas toujours bien intégrés dans le corpus académique. Donc, c'est des choix qui sont raisonnés, qui sont structurés. Est-ce que c'est une extrapolation de la vision America First, selon vous, professeur Bacha? Oui, de toutes les façons, Trump n'a pas d'état d'âme. Oui. Il remet au goût du jour l'adage qui dit qu'un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc, c'est clair maintenant, l'économie de la confrontation fait partie de la démarche américaine, et d'autant plus qu'ils ont les outils pour cela. Ce que disait tout à l'heure le professeur Gndouzi n'est pas faux. Les Américains ont toujours été les leaders en matière idéologique, en matière de libéralisme, mais cela n'a jamais empêché l'État américain d'investir très lourdement et très fortement dans l'investissement pour l'innovation. Oui. Ce à quoi on est arrivé, les fameux GAFAM, qui, soit dit en passant, représentent maintenant quelque chose comme 8 000 milliards en termes de capitalisation, ce qui est pratiquement 3 fois le PIB de l'Afrique. Oui. Donc on comprend la puissance de ce type d'État et puis l'hégémonie En qui payant en toujours découle. très très peu d'impôts, rappelons-le. Très peu d'impôts, mais Ouais. en tout cas, ils font partie de la puissance Ouais. américaine, qui n'est pas simplement militaire et commerciale, mais elle est aussi technologique. Et puis, ils contrôlent pratiquement l'ensemble des flux d'informations et de connaissances qui se partagent dans le monde. Donc, ce n'est pas une puissance qui vient du fait de l'arrogance simplement d'une personne. Ouais. C'est aussi l'expression brute d'un État et d'une volonté de domination de ce qu'on pourrait peut-être appeler l'ADN colonial américaine. C'est un pays qui construit sur... Un retour aux sources. Un retour aux sources. Donc, ce n'est pas du tout une surprise. Ce qui est surprenant, c'est un peu la fougue et puis le virilisme, Ouais. quelque part, qui sous-tend cette démarche et qui n'hésite pas à briser un peu les codes de la géopolitique pour aller vers des confrontations ouvertes sur ce qu'on pensait être, il y a juste quelque temps, des alliés. Quitte à balayer d'un revers de la main les règles de l'OMC, les soubassements du GATT. Je rappelle simplement que l'OMC est en état de gel Ouais. depuis 2019, puisque les Américains, avec Trump, se sont opposés au renouvellement de la Cour d'appel de l'OMC, qui, elle, fait partie intégrante du cœur du système de règlement des différends internationaux. Donc l'OMC, quelque part, est paralysé du fait des Américains, Ouais. puisqu'ils refusent de la nomination des juges à la Cour Ouais. d'appel, qui est la deuxième instance pour régler les litiges entre États. Et ce qui fait que le gel, quelque part, ou un peu le fait de désactiver l'OMC, fait que nous allons de plus en plus vers des systèmes de militarisme. Et c'est les Américains, finalement, qui choisissent leur guerre économique Très bien. en fonction des partenaires qu'ils veulent mettre à bas à un moment ou à un autre de leur évolution. Merci, Mohamed Bacha. Idel Sassi, même question. De quelle Alors, manière accueillez-vous ces droits de douane annoncés, on le rappelle, et la question subsidiaire, est-ce que la dette publique américaine qui explose au demeurant a à voir quelque chose là-dedans? Et également, est-ce que derrière ces droits de douane ne se cache pas une énième confrontation bilatérale américano-chinoise?
Alors, permettez-moi de nuancer un petit peu. Allez-y, voilà, vous êtes là pour ça. Parce que droit de douane, colonialisme. Oui. Bon, à mon avis, si on regarde les arguments de l'administration américaine pour cet acte, qui est la révision des tarifs douaniers, il y a une liste de doléances avec chaque État. Les Américains réclament plus d'ouverture. Les Américains ne réclament pas la fermeture des uns et des autres. Donc il y a eu des choses qui se sont passées qui ne conviennent pas au commerce international. Depuis au moins 2008 et puis depuis le Covid, il y a eu beaucoup de décisions du Canada, de la Chine, du Japon et autres dans des tarifs et dans le protectionnisme. Il y a un populisme mondial actuellement, un peu partout, même en Europe, donc qui a fait que des réactions ont eu lieu. Ces réactions, il y a un chiffre, effectivement, c'est la douane. Mais derrière, il y a des doléances. Fermeture des marchés pour les médicaments, fermeture des marchés pour le lait, protection des agriculteurs, etc., etc., etc. Donc, d'ailleurs, les États qui voudraient, d'ailleurs, ce n'est pas de la réciprocité, puisqu'on voit qu'ils ont appliqué des taux amoindris. Et ces taux... Par rapport à un déficit de la balance commerciale calculé... Exactement. L'administration américaine invite ces États à venir négocier s'ils veulent revoir cette décision. Et je pense qu'il ne faudrait pas le faire. Oui. Parce que pour renégocier, il faut voir ce qu'il y a derrière. La liste de doléances qui bloque le commerce équitable, selon la vision américaine, bien évidemment. Donc, il y a un protectionnisme mondial. L'Europe, on en a vécu nous-mêmes, l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Il est mis en avant par les États-Unis. Qui est déséquilibré. Les Européens, ils sont, comme dit Donald Trump, il dit « they are too smart ». Ils ont été too smart avec l'Algérie aussi. C'est un accord déséquilibré partout, avec les Américains, avec les Algériens ou d'autres États. Donc maintenant, il y a une remise en cause, il va y avoir des négociations très certainement. Maintenant, bien évidemment, il y a un impact dont on pourra en parler, il y a peut-être même des opportunités dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Très bien, professeur Guendouzi, nous allons le voir s'afficher à l'écran. L'Algérie fait partie des pays concernés par ces décision, Donald Trump ou son administration ont décidé que des droits de douane à hauteur de 30% vont s'appliquer, bien entendu, à l'Algérie. La question est naturelle, est-ce que cela va impacter la nature des relations économiques entre l'Algérie et les États-Unis, professeur Guendouzi, ou bien la forme justement du partenariat peut-être algéro-américain va nous permettre de dépasser cela sans trop de dommages? Je pense qu'il n'y aura pas de problème avec les États-Unis dans la mesure où l'Algérie exporte du pétrole brut, des produits agroalimentaires, mais globalement, le marché algérien, c'est avec les Européens. Oui. Je pense que la décision de Trump par rapport à 30%, ça touche essentiellement le pétrole brut parce qu'il va encourager la production pétrolière américaine à base de schiste. Oui. Et que les produits, disons, hors hydrocarbures algériens qui pénètrent le marché algérien, le marché américain, parce qu'ils sont de qualité. Et je pense qu'ils continueront à être présents aux États-Unis malgré les 30% de droits de douane. Notamment notre référence algérienne de pétrole, le Sahara Blend. Il n'y aura pas d'impact important sur la balance commerciale algérienne par rapport à d'autres pays. Je pense que les pays asiatiques sont les plus touchés parce que le commerce mondial à 36-40%, c'est la partie asiatique. C'est cette partie-là du reste du monde qui va être touchée par rapport aux décisions de l'administration américaine en termes de droits de douane. Merci. Deuxième aspect, allez-y, professeur, rapidement. C'est par rapport à la révision de ce qu'on avait appelé, dans le cadre de la mondialisation avant Covid, les chaînes de valeur mondiales et les délocalisations d'activités industrielles. Les firmes américaines ont beaucoup délocalisé vers l'Asie. Et que maintenant, après la crise du Covid, on pense refaire le sens contraire de ce qu'on appelle maintenant le reshoring, contrairement à l'offshoring. Donc, à travers ces décisions sur les droits de douane, peut-être les États-Unis veulent appeler à l'investissement à l'intérieur des États-Unis et le retour des firmes américaines, du territoire américain pour investir et pour développer des productions
solution. Oui. Au lieu que ce soit sur des destinations lointaines, avant on recherche des bas-fonds. Merci, professeur Gendouzi. Il nous reste moins d'une minute, professeur Bacha. On va vous les consacrer pour parler justement de la relation avec l'Europe qui se tend davantage après ces droits de douane qui touchent, rappelons-le également, la Grande-Bretagne, allié historique des États-Unis. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, effectivement, les Européens pourraient être les grands perdants de cette relation, puisque une bonne partie de l'économie européenne dépend de l'économie américaine, alors que l'économie américaine dépend beaucoup moins de l'économie européenne. Et donc le jeu est un peu illégal. Effectivement, que peut-être les premiers à perdre dans cette affaire, ce seraient les Européens. À la décharge de Donald Trump, rappelons que Joe Biden, son prédécesseur, a commencé à faire en quelque sorte du protectionnisme par rapport aux Européens avec ces règles pro-écologiques, en quelque sorte, qui ont impacté le secteur automobile, par exemple. Oui, absolument. De toute façon, Trump est en train de casser la baraque, quelque part, hein, de changer beaucoup de règles du jeu, aussi bien sur le plan économique, commercial, sur le plan social. Sur le plan humain, un peu les actions qui sont menées d'une manière un peu à la hussarde contre l'immigration, d'une manière extrêmement forte. Par exemple, les lois sur le droit du sol, dans son schéma, devraient être abandonnées sur un pays qui est basé sur l'immigration. Exactement. Latino-américaine principalement. Absolument. Donc c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Et sur le plan géopolitique, je pense qu'il est en train de refaire une configuration finalement des relations économiques internationales d'une manière extrêmement approfondie. Et j'espère qu'on aura cette possibilité d'accroître notre capacité de résilience, de pouvoir diversifier notre économie, pouvoir la rendre encore plus compétitive et puis revenir à la table des négociations d'une manière beaucoup plus forte, ce que nous sommes en train de faire, d'une manière beaucoup plus approfondie, pour véritablement faire en sorte que notre économie puisse émerger à l'horizon 2030, avec tous nos espoirs, mais d'une manière beaucoup plus approfondie au fur et à mesure de nos avancées. Et je pense qu'avec nos générations actuelles, des jeunes qui sont extrêmement pertinents dans leur analyse, dans leur connaissance technologique, dans leur maîtrise de l'outil informatique et de l'outil numérique, constitue un atout véritablement pour notre pays. Et je pense que le dividende démographique pour l'Algérie pourra être tiré avec nos politiques actuelle et puis la consolidation de nos institutions de planification et de vision stratégique à long terme pour pouvoir faire en sorte que l'Algérie redevienne et devienne l'économie industrialisée qu'elle mérite dans un champ MENA qui est extrêmement concurrentiel et compétitif. Merci professeur, ça sera le mot de la fin. Et si j'aurais aimé savoir votre avis sur l'Europe, ça sera pour la prochaine. Bien entendu, à partir de la semaine prochaine, justement, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Excellente soirée sur Al 24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.